Bonjour à tous, aujourd'hui sur Rock'n'Roll, on va parler d'un médicament très utilisé, mais potentiellement très toxique, que vous avez tous et toutes déjà pris et qui est potentiellement dans toutes vos pharmacies. Je veux parler du paracétamol. Le paracétamol est un très vieux médicament, synthétisé pour la première fois en 1878 par Harmon Northrop Morse. Il est ensuite un peu oublié pendant plusieurs décennies et il revient en 1950 pour sa première commercialisation. En France, les laboratoires Botu mettent sur le marché le Doliprane en 1964. Mais son succès ne sera pas immédiat. Il faudra attendre les années 1980 pour retrouver le paracétamol dans nos pharmacies. De nos jours, le paracétamol est la molécule la plus délivrée en France. Il occupe même les 3 premières places du podium avec ses spécialités le Doliprane, le Dafalgan et l'Efferalgan pour un total de plus de 500 millions de boîtes par an. Près de 200 médicaments contenant du paracétamol, seuls ou associés à une autre substance, sont actuellement disponibles avec ou sans prescription médicale, sous toutes les formes possibles et imaginables. Ça fait beaucoup, et parfois le patient ne sait même pas qu'il prend une spécialité qui contient du paracétamol quand il va être sous Clipal ou Zaldiar par exemple. Dans ce contexte, l'ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, a engagé plusieurs actions afin de garantir un accès sécurisé à ce médicament. Dans les années 80, la France a été le premier pays européen à limiter la quantité de paracétamol par boîte à 8 grammes. Depuis 1998, l'agence a même demandé aux publicitaires d'indiquer la présence de paracétamol dans les médicaments et le risque d'y associer plusieurs médicaments qui en contiennent pour éviter tout risque de surdosage. À ce jour, toute publicité mentionne à l'oral « Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie. En cas de surdosage. » En résumé, les recommandations de bon usage du paracétamol sont la dose la plus faible, le moins longtemps possible. Tout d'abord, on va commencer par ce que n'est pas le paracétamol. Il y a souvent confusion dans la tête des patients, donc précisons que le paracétamol, ce n'est ni l'aspirine, ni l'ibuprofène, même si l'on utilise ces molécules pour leur même fonctionnalité, c'est-à-dire leur effet antalgique et antipyrétique, respectivement contre la douleur et contre la fièvre. Donc, le paracétamol, qu'est-ce que c'est ? C'est une molécule que l'on utilise pour ses vertus antipyrétiques et antalgiques. Jusque dans la première décennie des années 2000, le fonctionnement exact du paracétamol était un mystère. On sait aujourd'hui que certains de ces métabolites vont participer à l'effet antalgique via l'action sur le cerveau. Sa toxicité est plutôt faible si l'on suit les doses recommandées, qui sont de 15 mg par kilo et par 6 heures, soit classiquement pour un adulte entre 50 et 75 kg, entre 3 et 4 grammes par jour. Au-delà de cette dose, le patient s'expose à un risque majeur de défaillance du foie qu'on appelle l'insuffisance hépato-cellulaire. Et parfois même dans sa forme fulminante, c'est-à-dire la défaillance totale et rapide du foie qui aboutit, sans une greffe en urgence, au décès du patient. D'ailleurs, la mauvaise utilisation du paracétamol est la première cause d'insuffisance hépato-cellulaire aiguë médicamenteuse dans les centres d'urgence aux États-Unis et en Europe, et c'est la première cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France. Pour comprendre la toxicité du paracétamol, il faut se rappeler qu'après avoir ingéré un médicament, celui-ci va forcément passer par le foie. C'est ce que l'on appelle en pharmacologie l'effet de premier passage hépatique. Le foie va alors dégrader une partie du médicament grâce à un certain nombre d'enzymes qui vont produire ce que l'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des molécules dérivées du médicament initial. Ces métabolites sont divers et varient selon les médicaments et même les individus. Certains vont être inactifs, d'autres vont garder une activité et d'autres encore vont s'avérer carrément toxiques. Dans le cas du paracétamol, la dégradation hépatique va entraîner la formation de plusieurs métabolites, pour la plupart inactifs. Mais une petite forme du paracétamol va être prise en charge par des molécules détoxifiantes, des protéines que l'on appelle les cytochromes. Ces cytochromes, bien utiles dans la dégradation des médicaments, vont générer dans le cas du paracétamol un métabolite particulièrement actif et toxique, le N-acétyl-P-benzoquinone imine.
Ce métabolite, que l'on va appeler NAPQI, va être immédiatement neutralisé par une petite protéine antioxydante, le glutathion, qui va permettre d'empêcher sa toxicité et permettre son élimination par le rein. En cas de surdosage de paracétamol, ce NAPQI va être généré en grande quantité et va rapidement saturer les réserves de glutathion du foie. Une fois ces dernières épuisées, le NAPQI va alors se fixer sur plein d'autres protéines présentes dans la cellule hépatique et va donc perturber la machinerie cellulaire et mener rapidement vers la mort de la cellule. Ainsi, les situations qui vont entraîner soit une baisse du stock en glutathion, comme le jeûne, la malnutrition ou les maladies du foie, soit une augmentation de l'activité des cytochromes, comme la prescription de certains médicaments antituberculeux et antiépileptiques, vont pouvoir influencer la susceptibilité individuelle à la toxicité au paracétamol. Les surdosages non intentionnels sont la plupart du temps liés à la prise de plusieurs médicaments qui contiennent du paracétamol. Alors, en cas de surdosage, intentionnel ou non intentionnel, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier réflexe reste celui de prévenir les secours. Vu le risque d'évolution vers une hépatite fulminante, une hospitalisation est quasi systématiquement nécessaire. S'y ajoute une prise de sang pour déterminer le taux de paracétamol. Le taux sanguin de paracétamol et l'heure exacte de la prise nous permettent d'évaluer le risque d'évolution vers une forme fulminante grâce à un graphique que l'on appelle le nomogramme de Rumack et Mathieu. En reportant le taux sanguin et le délai écoulé depuis l'ingestion, il est possible de prédire si le patient est à haut risque d'évoluer vers une forme très grave de surdosage. Par exemple, si le dosage est à 400 microgrammes par millilitre 7 heures après la prise, le patient est à haut risque de toxicité hépatique sévère. Il doit alors être conduit en soins intensifs pour surveillance et lui administrer l'antidote. Car oui, il existe un antidote au paracétamol et il est peut-être présent dans vos pharmacies et vous l'avez peut-être même déjà pris, c'est la N-acétylcystéine ou NAC. C'est le principe actif du mucomyste. La NAC permet de régénérer les stocks de glutathion et en administrer en grande quantité va permettre à ce glutathion de capter encore plus de NAPQI généré par le surdosage en paracétamol. La NAC a aussi un petit rôle antioxydant et anti-inflammatoire, mais ce n'est pas là son rôle principal dans l'intoxication au paracétamol. Attention, il ne faut pas prendre de la NAC en automédication quand vous avez ingéré une quantité trop importante de paracétamol. La chose à faire est bien de prévenir les secours. Voilà, en espérant que vous aurez bien pris conscience de la dangerosité potentielle de ce médicament que l'on considère comme banal. Ce serait dommage de se retrouver greffé du foie en urgence à cause du Doliprane. En attendant, on ne peut que rappeler les conseils de base en ce qui concerne le paracétamol. Respectez les doses prescrites, la plus petite dose, le moins longtemps possible. Et de manière générale, on ne le répétera jamais assez, évitez de vous automédiquer et respectez les recommandations de vos médecins. Faites attention à vous et à vos proches et parlez-en autour de vous. À bientôt, d'ici là, restez connectés. Keep on healing, keep on rocking. Diable sur les